Un pneu d'aviation, on le gonfle à quelle pression à peu près? On est aux alentours de 230 PSI. En barre, 16-17 bars. 16-17 bars, d'accord, donc beaucoup plus que ma Citroën. Pas loin de mon vélo. Alors, on va partir du fond là-bas. Donc Guillaume Hu, qui est consultant au cabinet Archerie Stratégie Consulting, c'est ça. Ensuite, Laurent Dumousset chez Michelin. Bonjour. Votre fonction? Business Segment Manager. Je m'occupe quelque part des avions commerciaux, régionaux, et donc de toute l'activité qu'il peut y avoir autour de ça en relation avec Michelin. Ensuite, Caroline Cadino, donc vous, c'est Safran. Bonjour à tous, du coup Caroline Cadino, je suis responsable de programme pour Safran Landing System. D'accord. Et en ce moment, quel programme? Et bien sur Présence en partenariat avec Michelin. D'accord. À ma gauche, Jean-Baptiste Djebari. Salut Gilles. Un aviateur. Hein. C'est exactement ça. Eh ben, oui, Et pour non, toujours. mais voilà. Ensuite, Charles Fodor de Safran Landing System aussi. Tout à fait, je travaille avec Caroline, donc c'est pareil, c'est un passage de témoin sur le programme Présence qu'on a co-développé avec Michelin. D'accord. Et puis donc, Sébastien Blanc d'Airbus Up Next. Upnext, oui. Bonjour à tous, Sébastien Blanc, Upnext, je suis Upnext, direct. c'est le futur, ça, non? Alors Upnext, c'est une petite filiale d'Airbus, à 100% Airbus, qui s'occupe de démontrer en vol des nouvelles technologies, des technologies de rupture. Voilà. Et moi, je suis personnellement directeur technique d'un de ces démonstrateurs qui s'appelle Extra Performance Wing, et j'en parlerai, je pense, un peu plus tard. Ah bah oui, bien sûr, parce que là, il y a dans les projets que vous menez chez Airbus, il y a une part de rêve qui rentre, parce que votre domaine de recherche, c'est la nature, les oiseaux. Oui, alors l'objectif, mon projet, c'est de venir augmenter la performance des voilures. Voilà, parce que c'est vraiment un pilier important pour les prochaines générations d'avions, d'augmenter la performance de nos avions. Et l'aile est un moyen d'augmenter cette performance. Donc pour ça, effectivement, comme on peut l'observer dans la nature, sur les oiseaux, on va essayer d'allonger l'envergure des ailes et de rendre ces ailes beaucoup plus dynamiques, donc avec beaucoup plus de surface de contrôle pour s'adapter à différentes conditions de vol. Donc des ailes vivantes? Un peu oui. Je peux prendre des exemples. En fait, on va essayer de trouver sur cette aile le plus petit muscle qui va bouger une plume qui est placée au bon endroit pour modifier la physique de l'aile et pouvoir adapter la performance. Alors soit être en configuration très allongée pour avoir le maximum de performance, on vise sur notre projet 5 à 10% de consommation de carburant en moins, ou venir changer l'importance de la voilure ou le comportement physique avec ces petites plumes pour pouvoir se mettre en configuration plus protégée vis-à-vis des charges, pour avoir une structure qui est légère et qui nous permette de bénéficier de tout le bénéfice aérodynamique. Alors, ça paraît être un problème, un sacré casse-tête. Est-ce que ça vaut le coup pour 5 ou 10% seulement? C'est énorme, 5 à 10%. Et cette voilure pourrait être utilisée quel que soit le type de moteur que l'on met, quel que soit le type de carburant que l'on va mettre, quelle que soit la plateforme finalement. Donc c'est énorme et c'est une première étape très importante. Et en termes d'échéance? Donc nous travaillons sur un démonstrateur. L'objectif est de venir de voler très vite, de venir démontrer ces technologies de contrôle. Donc nous allons en pratique fabriquer cette voilure avec ces nouvelles technologies très actives. Et cette voilure sera faite à échelle réduite, à peu près à échelle 1/3. Et on va venir l'installer sur un Cessna Citation 7, donc c'est-à-dire un jet privé, Jet d'affaires. un avion qui fait à peu près 10 tonnes de masse au décollage. Et on va venir le tester sur l'espace militaire de Cazaux,
sans pilote à bord, c'est-à-dire qu'on va droniser également la plateforme pour pouvoir Un tester cette avion, technologie. un avion d'affaires que vous avez complètement automatisé. Alors, droniser, c'est-à-dire on va piloter du sol. C'est pas Oui, complètement oui. autonome, mais on aura les pilotes au sol dans la base de Cazo et on va pouvoir piloter et tester ces technologies jusqu'à leur limite dans la base militaire de Cazo également. Et voici Thierry qui nous revient du hall je ne sais pas combien, MTU. Merci de me faire une place. Désolé, vous Vas-y. étiez déjà un peu serré, c'est encore pire. On était en train de parler de Up Next et on parlait de 5-10% de gains. Avec est-ce que vous présentez là chez Michelin, pardon, Michelin. est-ce que vous avez mis au point avec Safran Landing System, Oui. vous pensez que ça va apporter quel gain aux compagnies qui vont l'utiliser? Alors nous, on est essentiellement sur le gain de temps déjà. Oui, La première chose. le temps c'est de l'argent. Exactement. Donc en fait, comme vous le savez, un avion, il rapporte. Pour une compagnie aérienne, un avion il rapporte quand il vole, pas quand il est au sol. Il faut qu'il transporte des passagers. Donc, c'est sa vocation première. Donc nous, l'objectif de Presence, c'est, tout en assurant une sécurité maximum, de pouvoir faire gagner du temps finalement aux compagnies, à tous les gens qui font les checks avions avant leur décollage, de gagner du temps là-dessus, d'être plus efficace, plus efficient et de pouvoir laisser repartir les avions. Mais alors concrètement, comment on gagne du temps? Aujourd'hui, dans le principe, je ne sais pas si vous avez eu le principe, hein, vous pouvez passer sur notre stand et vous le verrez, on peut vous faire une démo. Aujourd'hui, dans le principe, on a à l'intérieur on a un ensemble avec un pneumatique, un capteur qui est collé à l'intérieur, capteur qu'on peut interroger avec un appareil RFID qui va nous donner la pression et la température interne du pneu, ce qui va nous permettre de déterminer si le pneu est à sa bonne pression, de manière à pouvoir laisser repartir l'avion le plus vite possible. Et ça, jusqu'à maintenant, on ne pouvait pas le faire, ça? Si, on enlevait le bouchon de balle, on mettait un mano, on remettait le bouchon de balle et puis on faisait le tour de l'avion. Aujourd'hui, ça va aller nettement plus vite, c'est-à-dire qu'on approche notre lecteur RFID de l'enveloppe, elle va nous remonter très rapidement la pression, on va faire le check de l'avion complet, ça va remonter sur une base de données, et cette base de données déjà va nous permettre de contrôler que le check a bien été fait, que les pressions elles sont à un moment donné contrôlées, et que donc on va pouvoir remettre l'avion en service rapidement. Et alors, donc ça, on parle du pneu. Qu'est-ce que Safran Landing System vient faire dans cette affaire? Quelle est la connexion? Du coup, nous, on s'appuie sur l'expertise en fait, de Safran Electronic and Defense pour développer le capteur qui est à l'intérieur du pneu. Et juste pour ajouter par rapport à ce que Laurent disait, c'est que également, en fait, ça nous permet, l'élément différenciant de Presence, c'est vraiment de mesurer la pression à chaud et donc de ne pas avoir à attendre que les pneus refroidissent pour pouvoir s'approcher et faire les opérations de maintenance. Donc c'est un élément vraiment plus agile pour les compagnies et les opérateurs. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment nouveau, qui a été compliqué à mettre au point? Oui. Oui. La convergence en tout cas. Oui, c'est assez compliqué. C'est vrai que le projet est lancé depuis maintenant un certain temps. Le Covid est aussi passé par là, mais dans les faits, c'est une technologie, c'est vraiment innovant et c'est vraiment le premier pneu connecté. Donc oui, c'est une rupture technologique. Oui. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est que il est en aucun cas question de transiger avec la sécurité. C'est-à-dire que il faut que la pression qu'on mesure, elle soit fiable. On soit sûr qu'elle est fiable. Et donc ça, c'est pas de l'à peu près, quoi. Donc il faut que la solution fonctionne. Et ce qu'on peut dire, là, juste pour donner du contexte, c'est qu'aujourd'hui, il faut normalement attendre au moins 3 heures pour considérer qu'un ensemble est froid. Entre 3 et 5 heures, même c'est l'idéal. Aujourd'hui, 45 minutes après l'arrivée de l'avion, vous pouvez mesurer la pression avec cette solution. Et un algorithme se charge de retrouver la pression au fond. Le produit est déjà commercialisé ou pas encore? Ça vient. Si vous avez vu, alors aujourd'hui on a signé avec notre première compagnie. Qui est Azul. Compagnie brésilienne. Donc voilà. Donc, c'est une centaine d'avions, hein, je crois. Une centaine d'avions. Donc on va équiper les Airbus Famille A320 et puis les Embraer.
Il y a une question pour vous. Si l'avion à hydrogène devient une réalité, est-ce qu'on aura encore besoin d'ailes complexes pour gagner 5%? Bien sûr, bien sûr. Comme je le disais, ce type de voilure très efficace pourrait équiper n'importe quel avion, quel que soit le fuel, quel que soit le carburant utilisé. Il y a un intérêt économique, tout simplement, à venir utiliser une aile performante. Alors, il y a 4 ans, quand tu étais venu au Salon du Bourget, tu avais une cravate. Hein, là, maintenant, tu as un petit peu, t'as un petit peu de recul. Mais il y a pas mal de choses que tu avais initiées, notamment, alors ce matin, on a eu la secrétaire générale de l'Observatoire de l'aviation durable. C'était quelque chose que tu avais lancé juste avant de partir, mais qui a démarré après ton départ. Comment tu vois ce salon? Parce que je sais que tu es au salon depuis le début et que tu traînes tes guêtres un peu sur tous les stands. Et donc... Indécrottable passionné. Personnellement, je trouve qu'il y a une émulation, une ébullition dans ce salon qui est incroyable. Parce que c'est vrai, et je finis, et je te passe la parole après, mais... c'est vrai qu'on a toujours tendance à avoir le salon de haut, c'est-à-dire les grandes annonces. Mais nous, depuis le début du salon, on invite des gens comme vous qui travaillez sur je dirais presque des détails, mais c'est des détails qui sont essentiels dans le progrès vers l'objectif de 2050. Non, moi, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'entre, effectivement, aujourd'hui et il y a 4 ans, il y a quand même beaucoup de choses qui se sont passées. D'abord, on a eu une Covid, il y a eu aussi des questions sur comment l'aviation allait reprendre, partir différemment. On voit bien d'ailleurs qu'il y a un redémarrage qui est très différencié par bloc géographique. Et puis, il y avait ce doute sur la décarbonation, finalement. On savait que c'était le grand enjeu de ce siècle, ou de cette partie de siècle, mais on attendait de voir un peu, en quelque sorte. Le salon, il démontre d'ailleurs de façon assez combinée entre ce que vous dites sur la technologie, sur les optimisations des opérations, sur évidemment la production de carburant d'aviation durable. On voit bien à quel point tout ça commence à être mis en musique, industrialisé et vu et être crédible. Parce que quand dans les journées publiques, des dizaines de milliers de parents, d'enfants vont voir ça à minima au sol et à maxima en l'air, on voit bien comment ça peut donner, forger la conviction que la décarbonation est réellement engagée dans l'aviation. Donc moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'énergie. Je suis très impressionné par les startups du salon, à la fois du secteur aéronautique, mais aussi de l'aérospatiale et de la défense. Honnêtement, le niveau est très bon. Je trouve qu'il y a une meilleure hybridation entre les grands acteurs et les acteurs émergents, les startups qui ne pouvaient encore, comme ça, pouvaient exister il y a encore 4 ans. Et il y avait beaucoup de projets de papier il y a 4 ans. Et là, même si on voit parfois des protos qui vont voler, on voit que les systèmes sont pensés, que l'architecture est plus ou moins, non pas frisée, mais en tout cas bien avancée, et que le chemin industriel, il est crédible. Et ça, je trouve que c'est extrêmement satisfaisant. Et ça permet aussi peut-être d'être la meilleure des réponses à ceux qui sont sceptiques, pour dire le moins. C'est effectivement, en se baladant sur le salon et en discutant aussi, parce que ces nouveautés, c'est pas les plus spectaculaires. C'est vrai que ce que vous présentez, ce pneu connecté, c'est quand même pas ce qui est le plus spectaculaire. Et pourtant, ça contribue. Alors, je ne vais pas dire que, comme je disais tout à l'heure, que 5%, c'était un peu de la provoque, mais voilà, c'est important. Et justement, il y a une question pour vous. Est-ce que c'est rétrofitable? Oui. Ça y est? Oui, parce que c'est installé dans le pneu. Donc à partir du moment où on remplace les pneus sur les avions, on peut tout à fait installer la solution. D'accord. Alors, on est là donc dans un secteur qui est en pleine ébullition, comme je le disais. C'est un secteur aussi qui est confronté à une nécessité de produire les avions déjà existants, parce que Airbus a vendu beaucoup d'avions, c'était quoi, 500 à Indigo, puis il y a eu la confirmation de la commande d'Air India pour Boeing et puis pour Airbus, plus Embraer, plus tout le monde. Donc ça veut dire qu'il faut produire, monter en cadence, et c'est là où le problème arrive. Là. Où en sont les PME aujourd'hui? Alors c'est un problème, mais c'est un bon problème. C'est un bon problème, mais c'est-à-dire que les carnets de commandes sont pleins. Qui empêche de dormir pas mal de patrons de PME. Qui en effet empêche de dormir pas mal de patrons de PME, de TI, voire même aussi de grands groupes. Parce que c'est toute une supply chain qui doit se mettre en route et se remettre en route, notamment après le Covid.
C'est à noter qu'en plus, on a des acteurs qui sont duaux, c'est-à-dire qu'ils sont à la fois sur la supply chain aéronautique civile, mais aussi sur la supply chain défense. Et on sait qu'avec le contexte dans lequel on est aujourd'hui, en fait, on a aussi une montée en cadence sur les programmes de défense. Et donc, du coup, c'est les mêmes acteurs qui souffrent un petit peu, on va dire, pour transformer leur carnet de commandes, en tout cas en revenus, et puis leurs revenus en EBIT. Est-ce que je peux emprunter le micro? Bien sûr, on a un Merci. micro. Je peux m'approcher, en fait, Mais, c'est plus ça sera simple. plus simple parce qu'il est Merci. lourd. Il est lourd, ouais. Merci d'être là. Je suis arrivé un peu en retard. Vous disiez, elles souffrent, ces fournisseurs, ces petites entreprises souffrent. Qu'est-ce qui les fait souffrir? Alors aujourd'hui, en fait, ils font face à de nombreux challenges. Le premier challenge, c'est déjà le fait que, avec le Covid, tout le monde a un peu ajusté la voilure, si je peux me permettre là. Voilà. Donc aujourd'hui, en fait, il faut remonter en cadence. Et les avionneurs ont notamment annoncé des remontées en cadence assez importantes, notamment sur le single aisle, avec Sur les objectif courts moyen courrier. court moyen courrier. Donc Ouais. le single aisle, c'est 320 typiquement. avec notamment Airbus qui a annoncé un objectif de 75 avions par mois à horizon 2025. Et donc ces fournisseurs, en fait, doivent remonter en cadence, mais comme ils ont un petit peu ajusté la voilure, ils ont des problèmes de recrutement. C'est-à-dire que les compétences aujourd'hui sont difficiles à aller chasser sur le marché de l'emploi. Ils ont un certain nombre de problématiques liées à l'approvisionnement en matières premières et en composants, notamment dans l'électronique. Là aussi, il y a des problèmes de rupture de la supply chain. Il y a un besoin d'investir, puisque je rappelle qu'avant le Covid, par exemple, sur le 320, on était à cadence 60. Là, on va passer à cadence 75. Donc, il va falloir réinvestir dans de la capacité de production. Et puis, il y a aussi tout un environnement qui fait qu'on n'est pas forcément toujours très bien vu dans l'aéronautique. On en parlait, la décarbonation est un point important, mais aujourd'hui, il y a quand même un certain nombre de fournisseurs, notamment des PME, des ETI, qui ont du mal à trouver des financements pour se relancer et investir. C'est-à-dire que si elles ont un projet d'investissement et qu'elles demandent un crédit à une banque, vous voulez dire que la banque ne suit pas forcément? Il y a un certain nombre de banques qui commencent à se poser des questions, de savoir si elles doivent accompagner ou non un certain nombre d'acteurs de la filière aéronautique. Alors, ce n'est pas toutes les banques, c'est pas, voilà. Mais aujourd'hui, on entend en tout cas un certain nombre de patrons de PME et de TI qui disent avoir du mal à trouver les bons financements pour leur développement. Et pour en venir au recrutement, est-ce que les difficultés de recrutement existent à la fois au niveau des cols bleus, donc de la production, et des cols blancs, des ingénieurs? On peut le dire comme ça, c'est vraiment les deux qui sont tendus, les deux marchés qui sont tendus. Oui, c'est en effet toutes les catégories professionnelles qui sont aujourd'hui concernées, les ingénieurs, le management intermédiaire, les ouvriers spécialisés. Il y a eu notamment, à cause du Covid, on peut dire un certain nombre de départs qui ont été anticipés, des gens qui ont changé de vie, de carrière. Et puis aujourd'hui, les faire revenir dans le milieu de l'aéronautique n'est pas chose aisée. Puis le temps de reformer un certain nombre de personnes pour qu'ils soient maintenant efficaces, ça prend du temps, ça prend plusieurs années. Et donc en effet, à tous les niveaux de la pyramide, il y a des problèmes de recrutement. Il y a aussi des métiers où, alors je ne dis pas que c'est plus facile de recruter, mais en tout cas les formations sont plus courtes. J'ai visité une usine il y a quelques mois, Mecachrome, pour ne pas la nommer, à Sablé-sur-Sarthe. Ouais. Et une partie des employés ont été recrutés récemment grâce au niveau d'automatisation. Alors, il n'empêche pas justement qu'il faut un œil qualifié pour faire du contrôle, mais cette formation-là, elle se compte en semaines, pas en mois, pas en années, en quelques semaines. Alors est-ce que l'automatisation associée à des formations plus courtes pour certains métiers, c'est un espoir pour les petites entreprises qui veulent augmenter leur production ? Alors oui, c'est un espoir, mais ceci dit, automatisation, ça veut dire aussi des investissements importants de la part des entreprises. Et aujourd'hui, est-ce qu'elles ont les moyens de se permettre ça? C'est pas forcément évident. Donc oui, ça peut être une solution, mais c'est pas forcément la solution idoine pour tout le monde. Et puis en plus, il y a un certain nombre de métiers. Quand on parle de l'assemblage, par exemple, là, l'automatisation, c'est un petit peu plus compliqué. Donc il faut encore un certain nombre de mains, entre guillemets, pour faire. Merci, je me tourne vers la régie, on a perdu le chat, rendez-nous le chat s'il vous plaît, ressuscitez-nous le chat. Parce que ce matin, une personne, la personne présente à votre place, madame, a parlé de carburants durables dans lesquels on pouvait intégrer un tas de ressources, et il a dit des déchets forestiers, des huiles usagées et des chats morts. Depuis, on essaie de ressusciter les chats.
Je me tourne vers Sébastien pour approfondir le sujet de cette aile. Alors, pardonnez-moi, je suis arrivé un petit peu en retard. Est-ce qu'on a parlé du calendrier de développement ou pas encore? Non, je ne pense pas. Alors, est-ce qu'il y a une étape? J'en profite pour vous dire. Je vais te laisser cette question. Merci. Je vais en profiter pour vous dire on peut la voir. Donc, on peut visiter le Paris Serre Lab Super. au Salon du Bourget. Venez le voir. Je recommande. L'aile est exposée. Vous pouvez poser des questions, etc. En termes de calendrier, pour répondre à la question, quelles sont les grandes étapes? Est-ce qu'il y a une étape cette année, par exemple? Donc, on a commencé à fabriquer cette aile. Nous allons faire une première phase d'essai en vol pour tester la dronisation. C'est-à-dire que l'avion a déjà été modifié. Il est à Toulouse aujourd'hui. Alors ça, c'est phénoménal. C'est un avion d'affaires, Oui. un Citation 7, c'est Oui, ça, c'est ça. d'origine Cessna. Oui. Donc un avion d'une taille tout à fait respectable. C'est pas un Airbus, mais c'est un avion d'une taille tout à fait respectable qu'on va droniser, comme vous disiez. Donc on va pouvoir enlever les pilotes humains et les Dans un remplacer par un deuxième temps, pilotage à distance. dans un premier temps, on va voler avec pilote, Oui. avec donc la voilure existante. Cependant, on a rajouté des antennes sur l'avion et un système pour pouvoir communiquer entre le sol et l'avion. Et donc à la fin de l'été, on va venir tester cette dronisation dans l'espace aérien de Cazaux et vérifier que les liens entre le sol et le vol sont bons pour, dans un deuxième temps, pouvoir couper la voilure existante, installer nos nouvelles technologies et la nouvelle voilure, les tester au sol et faire des essais en vol sans pilote, cette fois, en 2025. Est-ce que cette nouvelle aile, globalement plus efficace, aurait pu être testée sur un avion avec des pilotes à bord? Oui. Pourquoi droniser l'objectif à long terme, bien sûr, est de pouvoir utiliser ces technologies avec un pilote à bord. C'est un Ouais. moyen de démonstration. Voilà. Mhm. C'est un moyen de démonstration. On va aller voler dans un espace militaire restreint, sans pilote à bord, sans personne au sol, et ça va nous permettre de tester les technologies jusqu'à leur limite, tout simplement. D'accord. Avec des pilotes à bord, on n'aurait pas osé tester les technologies si loin? On va tester des technologies de rupture, donc pour aller chercher les limites, on va le faire sans piloter, effectivement. D'accord, donc il y a cette notion de risque, excusez-moi, c'est pour bien comprendre, il y a cette notion de risque qu'on veut éviter pour les pilotes à bord. C'est pour ça qu'on dronise l'avion? Encore une fois, c'est un moyen d'essai. C'est-à-dire que ces technologies, je le répète, vont faire de la politique. Ouais. C'est bien de ne pas répondre aux questions. Les technologies sont développées pour pouvoir être utilisées sur des avions pilotés. Entendu. Il n'y a pas de risque particulier avec ces technologies. Non, alors, bien sûr, on parle bien de démonstrateurs, on est bien d'accord. Vas-y, je te rends le micro, Gilles. Oui, non, bouge pas. Si je peux me permettre, donc jusqu'à maintenant, chaque fois qu'un avionneur a fait des innovations sur ces avions, il y avait toujours des pilotes à bord. Là, vous avez parlé de rupture. On arrive vraiment à un moment où on va faire un saut. C'est un peu l'ADN d'Airbus UpNext, c'est-à-dire de venir tester non seulement des technologies de rupture, mais aussi de trouver des moyens de test qui soient différents, qui puissent nous permettre d'aller plus vite et de mettre. L'important, c'est vraiment de mettre ces nouvelles technologies en vol le plus rapidement possible pour apprendre et pouvoir se donner la chance de les mettre au plus vite sur nos prochains avions. Et donc c'est une aile, alors j'espère ne pas répéter quelque chose qui aurait été dit au début avant que j'arrive en retard, mais donc c'est une aile dont l'extrémité est capable de se plier, voilà, je ne sais pas employer le terme, de se plier en cas de forte rafale de vent. Oui. Ce qui permet globalement d'alléger la structure. On n'a pas besoin de prévoir une structure capable de résister à cette forte rafale ascendante ou descendante, par exemple. Donc ça veut dire qu'on est capable de détecter la rafale qui va arriver. Oui. Alors, j'ai pas expliqué encore trop les détails, mais donc l'objectif est vraiment d'améliorer cette performance, donc d'allonger cette aile. Donc c'est quelque chose de très physique. On peut l'observer d'ailleurs sur les oiseaux. Les oiseaux qui veulent planer sans effort vont avoir des ailes très allongées, comme l'albatros ou comme d'autres oiseaux. Et c'est un principe physique que l'on connaît. Par contre, il y a des difficultés qui sont apportées par cet allongement. La première, c'est la place de parking à l'aéroport. Donc pour ça, on doit avoir des dispositifs pliables en bout d'aile. La deuxième chose, c'est que lorsque ces ailes sont très, très longues, les charges, les efforts appliqués sur cette voilure vont être plus importants. Et on ne veut pas payer
trop de pénalités de masse sur la structure de cette voilure. Donc on va l'accompagner de technologies de contrôle actif. Donc voilà, comme sur les oiseaux, on va ajouter des plumes ou des dispositifs actifs qui permettent de gérer le comportement de l'aile suivant les phases de vol, suivant les conditions de vol. Donc une de ces technologies, c'est effectivement ce bout de voilure pliable qui est non seulement pliable au sol, pour une contrainte d'encombrement, mais aussi pliable en vol. C'est-à-dire qu'on va pouvoir relâcher la charnière en vol lorsque l'on rencontre une turbulence ou lorsque l'on a une manœuvre. De cette façon, les efforts ne passeront plus à travers cette charnière et finalement, l'aile va se comporter comme une aile plus petite. Elle va pouvoir être aussi légère que les ailes d'aujourd'hui. Donc on a gagné la performance aérodynamique sans en payer le coût d'un point de vue masse, tout simplement. Voilà. Je reviens aux pneumatiques. Quand vous faites des innovations comme ça et vous faites des essais, et effectivement, vous allez jusqu'à des essais en vol. Oui. On a fait. Développez la réponse. Oui. Allez-y, je vous prête mon C'est micro. lourd, mais bon. Ouais, Donc on a fait 2 essais en vol, un avec la compagnie à Azul, du coup, avec lequel on a signé notre contrat aujourd'hui, et la compagnie EasyJet également. Nous avons également fait des essais en vol. Donc on a fait avec EasyJet sur un Airbus A320 et avec Azul sur un Embraer 195, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Moi j'ai une question. Oui. Il y a quelques années, on parlait beaucoup des systèmes Green Taxi, WeTug et autres, et on voit quasiment des systèmes de Green Taxi intégrés aux avions. On voit quasiment pas ça cette année. Alors excusez-moi, je ne suis jamais empêché de traduire, donc on parle de roulage électrique. Oui, des roulages électriques. Ça, c'est pas toi, Caroline. Ouais, alors juste très court, du coup, sur le stand Safran, c'est revenu et c'est vraiment sur le devant de la scène. Je pense que si tu passes, tu verras, il y a l'e-taxi qui est là et donc c'est vraiment sur le devant de la scène actuellement. Donc c'est toujours d'actualité. C'est toujours d'actualité. Et alors qu'est-ce qui explique le retard un peu au développement de ces systèmes-là? Le retard au développement? Enfin, le fait qu'on pensait il y a quelques années que c'était quand même assez... ça faisait partie des quick wins de la décarbonation de l'aviation au sol que d'arriver à rouler effectivement de façon verte, tu vois, le français. Et c'est vrai que ça fait quelques années plus tard, on n'a toujours pas ces systèmes qui sont industrialisés. Comment ça s'explique? C'est une bonne question. Considérons que c'est une bonne question. C'est une bonne question. C'était une bonne réponse. J'ai pas forcément toutes les réponses, mais je sais qu'il y a eu l'effet Covid qui est forcément passé par là. Le prix du fuel aussi, qui avait chuté à un moment donné et qui rendait ce type de système moins économique parce que c'est un compromis entre le poids qu'on fait porter à l'avion et le coût du fuel. Et là, effectivement, avec le coût du fuel qui remonte à la hausse, ça a remis ces systèmes-là sur le devant de la scène, plus tout l'aspect, évidemment, décarbonisation. Et donc, c'est pour ça que sur le stand Safran, effectivement, si tu passes, tu peux le voir, il est en tête de gondole, comme on dit. Voilà. Rendez-vous est pris. Donc Charles, tu as répondu à la question de The Flying Frog. Le poids et le coût de l'emport en vol, c'est vrai que si le prix du kérosène remonte, ça devrait devenir plus intéressant. Ouais, et puis pour rebondir sur Pressens, c'est aussi un atout parce que j'ai vu qu'il y avait une des questions qui était quelle est la différence avec des systèmes déjà disponibles au poste. Donc aujourd'hui, le gros avantage de Pressens qu'on a co-développé avec Michelin, c'est que c'est une puce qui est vraiment intégrée au pneu. Donc ça permet d'enlever tout le système de monitoring. Ça ne remplace pas un système de monitoring puisque c'est une communication uniquement au sol. Système de monitoring actif, comme les TPMS, les Tire Pressure Monitoring System, les systèmes de monitoring de pression en vol, eux donnent l'information en continu au cockpit. Ils sont réglementairement obligatoires sur les long range, mais sur les single L, c'est aujourd'hui des systèmes optionnels. Et donc pour les compagnies qui ont fait le choix de ne pas prendre ces systèmes optionnels de remonter l'information au vol, on a la solution qu'on a développée avec Michelin qui est Pressens et qui est une solution, comme l'a dit Laurent, facilement implémentable puisque dès que le pneu est usé, hop, on supprime et puis on le remplace par un pneu connecté. Qui donne cette fonctionnalité instantanée pour les airlines. Alors on a une question. L'idée est excellente, mais payer 100 kg par tonne par heure pour économiser 500 kg de taxi. C'est toujours sur les taxis.
Voilà, après, je vous laisse calculer. Je vous laisse produire un élément. Dans 2 ans, on aura un micro pour deux. 2 micros. Alors un peu d'histoire de ce que je me rappelle autour du green taxing, donc du roulage électrique. La première démonstration par Safran, c'était 2013, donc c'était il y a 10 ans quand même au Salon du Bourget. C'est tout à fait spectaculaire d'avion. D'ailleurs, puisque l'avion qui était équipé du système prototype avait ses moteurs pour bien montrer qu'il ne roulait pas avec ses moteurs, qu'il n'utilise pas ses moteurs pour rouler. Les moteurs étaient recouverts de bâches orange, de bâches orange. Et il y avait eu, je crois, un contrôleur aérien qui avait dit à l'avion qui roulait: attention, vous roulez avec les bâches sur les moteurs. Bon, cela dit, effectivement, ça a pris beaucoup de temps. Au cours d'une visite il y a 2-3 mois chez Safran Landing System, ça doit être l'hiver dernier, on avait pu rencontrer, on avait été plusieurs journalistes à pouvoir rencontrer des experts techniques, et notamment le patron de Safran Landing Systems, qui était à l'époque Cédric Goubet, qui a changé depuis de poste, et qui nous expliquait donc que le système de 2013 avait été jugé finalement trop lourd par les avionneurs, aux grandes dames de Safran d'ailleurs, dont les ingénieurs avaient mouillé la chemise, mais Airbus en particulier avait jugé le système trop lourd. Et le nouveau système qui est, alors que j'ai pas encore vu sur votre tête de gondole, mais que je pense avoir vu dans l'usine de Vélizy, est beaucoup plus compact et beaucoup plus léger. En effet, et donc tous les espoirs sont permis aux ingénieurs de Safran. En tout cas, je croise les doigts pour vous. On va libérer Jean-Baptiste, parce qu'il a encore... Il doit de rattrapage à faire sur le green taxing. Merci d'être passé, Jean-Baptiste. C'est un plaisir. Merci, puis à bientôt. Guillaume, puisqu'on parle de recrutement, effectivement, c'est un besoin phénoménal. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, ça freine la montée en cadence, ces difficultés à recruter ? Aujourd'hui, oui, ce qui nous est rapporté, que ce soit de la part des avionneurs ou des PME ou des ETI de la filière aéronautique, en effet, ce qui freine la montée en cadence, au-delà de la disponibilité d'un certain nombre de composants qui sont aujourd'hui assez compliqués à sourcer. En effet, un des freins principaux, c'est le recrutement des personnes, notamment sur les sites, que ce soit sur les FAL, donc les Final Assembly Line, ou la ligne d'assemblage final, exactement, les lignes d'assemblage final, ou dans les usines pour la production des pièces. Est-ce que vous avez assez d'ingénieurs dans votre équipe, Sébastien, UpNext ? Est-ce qu'il y a assez de monde ? Oui, le sujet est passionnant, on n'a aucun mal à recruter chez nous, chez Airbus UpNext. Vous recrutez des ingénieurs à quel niveau, de quelles écoles pour répondre à ce genre de problématiques ? Donc Airbus UpNext, comme je l'ai expliqué, est une petite filiale. On est 150, 200 personnes environ, je ne connais pas les chiffres exacts. On est composé à 2 tiers, je dirais environ, de personnes qui viennent directement de la maison mère Airbus. Donc on utilise les compétences Airbus, mais aussi on a la possibilité, de façon très agile, de recruter des personnes de l'extérieur pour des sujets particuliers, sachant qu'on est sur des technologies nouvelles. Donc on va pouvoir aller chercher les gens n'importe où. Et les startups, vous travaillez avec des startups ou vous avez des liens ? On n'a pas d'a priori, on peut travailler avec tout le monde. Aujourd'hui, sur notre projet, sur mon projet Extra Performance Wing, on va travailler par exemple avec des PME autour de Toulouse. Je vais citer Aérotech par exemple, qui nous font la modification de l'avion à Blagnac et qui nous suivront aussi à Cazaux pour continuer les modifications. Le développement du pneu connecté, ça a pris combien de temps entre le moment où vous décidez de concrétiser une idée jusqu'à la certification ? Je vous approche le micro, je vous en prie. Le projet a démarré en 2017. Ah oui, c'est si long que ça ? Passé 2 ans. On a, C'est un peu pareil. Passé 2 ans de Covid. On s'enlève déjà 2-3 ans, puis après il faut relancer. Il faut lancer la machine. Sachant que c'est un projet qui est quand même qui est issu d'une innovation, d'ailleurs qui a gagné une Innovation Awards
En 2020, Safran, donc, qui est issu de la filière R&T. Donc ça a commencé par une collaboration R&T Michelin-Safran avec une idée. Voilà, l'idée d'associer les deux compétences des deux sociétés. Donc compétences, connaissance de systèmes électroniques dans un environnement aéronautique très contraint et la connaissance de Michelin sur les pneumatiques, comme l'a dit Laurent, sur la distribution des gaz dans le pneumatique. Donc c'est issu de ça. On a fait des phases de R&T, on a maturé le produit et puis après il y a eu des phases Puis c'est le premier. voilà, des phases de insert. C'est le premier. Et c'est le premier. C'est le premier de connecter sur le marché avion. Alors, c'est le premier, vous espérez en fabriquer beaucoup. Je rebondis sur un des propos de Guillaume qui était dans les pénuries auxquelles font face les fournisseurs, il y a celle des composants électroniques. Est-ce que si vous produisez beaucoup de pneus, vous risquez d'être confronté à cette pénurie je crois comprendre que cette pénurie a tendance à... La situation a tendance à s'améliorer, mais voilà. Est-ce qu'il y a ce risque de pénurie de composants électroniques? Je pense qu'il y a toujours un risque, c'est assuré. Après, je pense qu'il y a toujours un risque. Après, on travaille avec toute notre supply chain. Ça fait longtemps qu'on travaille sur le sujet et on ne pourra pas échapper. On ne peut pas savoir ce qui va se passer dans 2 ans, mais après, c'est quelque chose qu'on prévoit dans notre business aujourd'hui. Et on travaille avec les experts aussi côté Safran. Oui, ça passe par des stocks stratégiques sur certaines pièces. Aujourd'hui, les composants, on les connaît, qui rentrent dans le capteur. On commence à avoir on a une définition maintenant qui est stable et mature puisqu'on va rentrer en service. Et donc, on essaye d'être le plus proactif possible. Après, effectivement, heureusement, la tendance va à l'amélioration, donc ce qui va nous aider à produire suffisamment de capteurs pour déjà équiper toute la flotte Azul, la centaine d'avions, fois le nombre de pneus, fois le nombre de capteurs. Sur quelle échéance? Alors c'est une production, on vise à peu près 1 an le temps d'équiper toute la flotte. Parce que c'est rapide ça, ouais, 100 avions en 1 an. C'est assez rapide, on profite. Surtout pour une première flotte. Ouais, voilà, on profite le but est et ça rejoint la question sur est-ce que c'est facilement rétrofitable. Le but c'est que ça soit transparent pour la compagnie aérienne. Donc au fur et à mesure que les pneus vont revenir en fin de vie, ils vont être remplacés par des connected tires. Et donc on va sur une année, on va progressivement introduire remplacer les flottes en service avec des pneus connectés. Et puis, 1 an pour équiper toute la flotte, mais après il faut aussi produire les capteurs en amont, évidemment. Oui, c'est ça. Guillaume, ces difficultés d'approvisionnement, que ce soit en composants électroniques ou en matières premières, est-ce que c'est encore plus difficile à gérer pour les fournisseurs, pour les petites entreprises, que pour les grandes comme Safran? Oui, c'est sûr que les dimensionnements des équipes achats ne sont pas les mêmes entre une PME et puis un grand groupe comme Safran ou comme Airbus. Donc en effet, aujourd'hui, ce que l'on voit, même au niveau d'ETI de taille importante, on voit que même eux ont parfois du mal dans la relation fournisseur à pouvoir anticiper. Une ETI de taille importante, c'est combien de salariés à peu près? C'est une ETI qui fera à peu près 500 millions d'euros de chiffre d'affaires, je peux me parler jusqu'à 3 000. Et que même eux, parfois, peuvent souffrir dans ce genre de sujet. Et donc, du coup, mettre en place aussi des moyens de dérisquer, avec notamment une anticipation sur potentiellement des composants qui mettent du temps à être approvisionnés. Donc eux aussi sont en train de monter en compétence sur ce sujet, mais comme ce n'était pas un sujet qui existait véritablement avant le Covid, c'est des nouvelles habitudes de travail qu'il faut mettre en place. Mais anticiper, ça veut dire acheter plus longtemps en avance, ça veut dire constituer des stocks. Exactement. En tout cas, ça immobilise pas mal d'argent. Donc en effet, ça veut dire mobiliser du cash pour faire des stocks. Et donc c'est pour ça que les fournisseurs ont tendance à faire attention et à bien, être précis sur les composants qu'ils veulent stocker en amont en fonction du niveau de risque. Pendant des décennies, l'industrie a cherché à fonctionner avec zéro stock, avec du flux tendu, tout ça. Et aujourd'hui, donc, on parle de reconstituer des stocks, et pas simplement dans l'aéronautique. Est-ce que c'est un passage ou ça va être une nouvelle façon de voir la manière de produire?
C'est difficile de moyenniser ce type d'analyse, mais ce qui est vrai, c'est que en effet aujourd'hui, tout le monde est obligé de se lancer dans des stocks de sécurité, comme on en a parlé, pour assurer son niveau de production par rapport aux besoins de leurs clients. Par contre, on voit aussi que certains acteurs sont en train de se dire que potentiellement sur certains composants autres, ils ont trop de stock. Et donc du coup, il faut rééquilibrer et trouver le juste milieu en fonction des éléments que vous devez produire. Le chat, réveillez-vous. Ça fait longtemps que vous n'avez pas posé de questions. Là, cet après-midi, le chat nous aide pas beaucoup, là. Hein. Alors, tu nous dis, il y a quelqu'un qu'on a négligé, qu'on aurait négligé? Non, moi je pense qu'on a vu tout le monde. Hein. Oui, j'ai l'impression, ouais. Sébastien, en termes de calendrier, on a parlé des premières grandes étapes donc de cette aile Extra Performance Swing, donc une aile beaucoup plus performante. Quelle est la dernière étape prévue dans ce programme? Quelle période et quelle étape? Donc, 2025, c'est-à-dire que le programme, c'est l'objectif d'Airbus UpNext, c'est-à-dire de prendre des technologies et de les maturer, les développer, les tester en vol et regarder la faisabilité, démontrer leur performance et ensuite de transférer ces technologies vers la grande maison Airbus pour pouvoir ensuite les implémenter sur un avion futur. Donc 2025, c'est pour un niveau de maturité technologique proche de celui qu'il faut pour lancer un produit après? Il faut continuer à la développer et à l'intégrer sur un développement avion. Et donc est-ce que ça pourrait faire partie, est-ce que cette aile pourrait faire partie d'un Airbus qui entrerait en service en 2035, puisque c'est l'objectif souvent cité par Guillaume Flouet? L'objectif est vraiment de maturer les technologies pour se donner les meilleures chances d'avoir un avion de prochaine génération le plus performant possible. Brézou dit on écoute, c'est très intéressant et la zone aéro, nous buvons les paroles. Merci. Et alors, y a-t-il des nouvelles prochaines en développement? Alors chez les uns et chez les autres. Je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. Alors, c'est-à-dire, autrement dit, est-ce que vous avez des scoops à nous révéler là, voilà. Puisque votre service communication, on va vous faire sortir le service communication et puis on va parler. Vous êtes les bienvenus. On va faire parler les ingénieurs là. Non, je peux vous parler de l'annonce qu'on a fait hier. Oui. Alors votre avec le pneumatique Arik Skylight. Voilà. Qui a été présenté hier. Il y a une donc conférence on en a parlé ici avec votre avec Sophie. Sophie, voilà. Mais vous pouvez aussi nous donner votre parce que vous avez travaillé dessus. Personnellement, non. Mais oui, toute notre équipe de recherche et développement a travaillé sur le... Et donc là c'est présenté vraiment comme aussi une grande évolution, une nouvelle génération de pneus carrément. Alors disruptive... J'ai renoncé à traduire disruptive. Donc, de rupture, ouais. Innovation de rupture en matière de pneumatique, c'est-à-dire que c'est un produit que... on a défini le cahier des charges pour être un produit qui est entre 10 et 20% plus léger que les solutions actuelles et qui va faire entre 10 et 15% d'atterrissage en plus par rapport aux situations actuelles. Donc on joue sur ces deux tableaux de manière à, alors peut-être pas pour compenser les moteurs électriques dans les roues, mais pour compenser, pour emmener moins de points en vol, parce que là on va énormément gagner en consommation de fuel. Deuxièmement, ça va entraîner bien sûr des économies d'équivalent CO2. Et puis plus d'atterrissage, ça veut dire moins de manipulation de roues, moins de changement de pneumatique, donc des économies là, à ce niveau-là pour les airlines. Donc on va présenter ça hier. Je me tourne de nouveau vers Guillaume. D'après ce que vous entendez chez les fournisseurs, est-ce que pour vous, les grandes entreprises comme Safran, Michelin, Airbus se préoccupent de leurs fournisseurs? Quand je dis se préoccupent de leur santé, est-ce qu'elles les aident ou est-ce qu'elles continuent à leur demander de tirer sur les coûts au maximum, ce qui forcément est encore plus difficile pour les Moi je peux répondre à cette question. La réponse est oui. En tous les cas, c'est ce qu'ils disent. C'est ce que les grands industriels disent. Alors, et quand on parle avec les sous-traitants, la réponse n'est pas aussi nette.
Alors Guillaume, quel est votre... Qu'est-ce que vous entendez? Non, mais oui, en fait, les équipes autour de la table sauront peut-être mieux répondre que moi au sujet, puisqu'ils vivent ces grandes maisons de l'intérieur. Mais oui, les grands industriels ont en règle générale des équipes qui sont là pour aller sur le terrain, aider leurs fournisseurs quand il y a des problèmes de production, justement pour, je dirais, mettre des bras, mais aussi des cerveaux autour de la table pour je dirais, faciliter la production de ces fournisseurs. Donc après, c'est en règle générale quand on est dans des situations qui ne sont pas des situations optimales pour les fournisseurs de la supply chain aéronautique. Mais en tout cas, oui, la réponse est oui. En tout cas, il y a des équipes qui sont dédiées à aider et à faire monter les fournisseurs en maturité, en performance sur leur production. Donc il y a des spécialistes des grandes entreprises qui vont physiquement dans les petites entreprises pour les aider, pour partager des connaissances, partager des méthodes, on peut le dire comme ça? Exactement, partager des méthodes et les aider soit à faire face à un problème très court terme, c'est-à-dire vraiment de la performance, comment je vais améliorer, je dirais, ma livraison, ce qu'on appelle on time et on quality. Voilà. Et puis il y a aussi des équipes qui font monter en maturité, je dirais, pour que à moyen terme, les équipes, les fournisseurs soient autonomes. Et quand on va tirer sur la machine, entre guillemets, c'est-à-dire quand on va monter les cadences, il n'y a plus de problème. La filière aéronautique est... D'accord, merci. Merci Martin. Oui, parce que la filière aéronautique est souvent montrée en exemple par son esprit de cohésion, par son esprit d'entraide. Le GIFAS est très tourné vers les PME. Il y a cette aide. Alors juste avant le Covid, on parlait beaucoup d'usines 4.0. On parlait aussi de plus en plus de cybersécurité. Aujourd'hui, l'urgence, c'est de maintenir à flot ces PME. Mais ces grands dossiers sont toujours d'actualité. Alors oui, ces grands dossiers sont toujours d'actualité, mais en effet, l'usine 4.0, je dirais que c'est dans un second temps. C'est-à-dire que déjà, essayons de remonter en cadence par rapport à là où on devrait être. Et puis, mais en tout cas, tout le monde continue à réfléchir à des solutions qui permettraient d'automatiser, de moderniser, de digitaliser. On n'en a pas parlé, mais c'est vrai que la digitalisation des processus fait partie aussi intégrante de la manière dont les fournisseurs et les grands groupes doivent travailler avec une certaine continuité digitale entre les différents acteurs. Une continuité numérique, qu'est-ce que ça veut dire en fait, une continuité numérique entre deux entreprises? Ça veut dire grosso modo qu'il y a un échange de données assez, je dirais, transparent entre les deux acteurs qui leur permettent de voir en temps réel et d'avoir une vision en temps réel de ce qui se passe aux interfaces entre les deux. Alors le chat, là, j'ai le chat voilà, qui doit être bloqué là-bas. Une question à propos donc, du nouveau pneu présenté hier. Est-ce que lui aussi est connecté? Il peut l'être. Il peut l'être? Il peut l'être comme les autres. D'accord. Il suffit d'installer la puce dessus, donc c'est un pneu, oui, qui peut être... Donc il faudra le dire à Dassault, puisque ce sera sur le Falcon 10X, c'est ça? Oui, exactement. Donc ensuite, en dehors de la taille et du prix, bien évidemment, entre un pneu avion et un pneu de voiture, alors je ne sais pas où ça nous emmène cette question, quelles en sont les différences notoires et un pneu avion adapté voiture pourrait-il ajouter de la performance à un véhicule routier? Waouh! Un pneu avion. Un pneu, alors c'est Nico AF, un pneu avion adapté à la voiture pourrait-il ajouter des performances à un véhicule routier? Non, les performances qu'on attend d'un pneu routier ne sont pas du tout les mêmes que les performances que l'on attend d'un pneu avion. Les contraintes n'ont rien à voir. Ouais. Aujourd'hui, on demande à un pneu avion de supporter des accélérations énormes, de supporter des charges énormes. Un pneu voiture, on lui demande de tenir la route, on lui demande de faire le plus de kilomètres possible. Ça n'a rien à voir. Les performances sont diamétralement opposées. Donc non, on ne peut pas comparer. Oui, en revanche, hier, Sophie Bréchoir disait qu'entre les différents secteurs, différents marchés, je dirais, il y avait des fois des retours, des passerelles, des retours d'expérience. Oui, effectivement, quand on parle de matériaux, quand on parle de transfert de briques technologiques. Voilà, c'est ça.
Mais aujourd'hui, si on parle de performance attendue sur un produit tourisme par rapport à un produit avion, les performances n'ont juste rien à voir. Est-ce que quand on est dans des équipes de développement de nouveaux produits, de mise au point de nouveaux produits, est-ce qu'on est néanmoins en contact avec des fournisseurs? Autrement dit, est-ce qu'on réalise les difficultés qu'ont les équipes qui sont plutôt côté production, ou est-ce qu'on est un petit peu éloigné de tout ça parce que c'est des métiers différents? Alors, je peux commencer à répondre si vous voulez, mais oui, effectivement, on est en contact avec des fournisseurs. On n'est pas engagé tout seul. Par exemple, sur cette voilure que l'on fabrique, on a besoin d'un système de distribution électrique, on a besoin d'actionneurs, on a besoin de plein de systèmes, des calculateurs de bord, etc., etc. Et donc, on est en contact avec ces fournisseurs pour pouvoir préparer les technologies du futur. Et est-ce que vous êtes en contact, est-ce que ça veut dire que vous vous rendez compte des difficultés de certains fournisseurs, ou est-ce que ce sont des domaines différents, la mise au point d'un côté, la production de masse d'autre part? C'est du co-développement, c'est-à-dire qu'on se prépare ensemble à développer ces technologies. Chez Safran, quand on est côté mise au point, est-ce qu'on est en contact avec les fournisseurs et quel genre de difficultés on ressent, s'il y en a? Alors ça dépend des sujets. Dans le cadre de Pressens, je dirais chez Safran, on a l'avantage d'avoir un formidable outil industriel chez notre partenaire du groupe qui est Safran Electronics and Defense qui a intégré les productions électroniques critiques sur son site de Fougères, donc qui ont été mis directement dans la boucle dès les phases de R&D. Après, sur d'autres sujets, oui, on travaille avec les fournisseurs, on les intègre quand c'est nécessaire en amont sur les projets en R&D ou les projets en développement. Pour bien prendre en compte les contraintes, notamment industrielles, et les lead times qui ont tendance à s'allonger ces dernières années et qu'on maîtrise de moins en moins, quoi. Vous voulez dire les délais de livraison qui ont tendance à s'allonger? Les délais de livraison ou les délais d'industrialisation. Délais de fabrication. Délais d'industrialisation, délais de fabrication. Parce que comme il a été dit, il y a eu un tissu industriel qui s'est un petit peu désagrégé pendant les phases Covid, avec des pertes d'expertise, des pertes de compétences, des pertes de capacité. Et donc là, maintenant qu'on repart assez fort quand même, voilà, il faut qu'on travaille encore plus en amont avec nos fournisseurs pour bien s'assurer du capacitaire et du time to market de ce qu'ils vont réaliser, quoi, ou ce qu'ils vont industrialiser. La notion de time to market, c'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il faut arriver au bon moment sur le marché avec le produit qu'on veut développer, quoi. Caroline, vous voulez réagir? Non, Vous plus soyez. j'étais juste d'accord avec Très ça. bien. Chez Michelin, quand on est côté mise au point, est-ce qu'on a des relations avec les fournisseurs qui vous font réaliser que oui, c'est des entreprises qui souffrent un peu en ce moment? Les relations qu'on peut avoir avec les fournisseurs, elles sont déjà très importantes. Parce qu'on a besoin d'eux pour pouvoir livrer le produit final. Donc ils sont aussi peuvent être aussi au cœur de l'innovation quand on fait appel à certains matériaux de haute technologie, etc. Donc oui, la relation avec les fournisseurs est très très importante. On ne vivrait pas sans nos fournisseurs. J'ai une question là du chat, je pense qu'elle doit s'adresser à Michelin Safran. Galaxy 07, avez-vous pris des engagements pour la décarbonation de l'aéro avec cette techno? Avec Pressens? Oui. Ça fait partie d'une démarche globale du groupe, ça? Oui, ça fait partie d'une démarche globale. Aujourd'hui, l'objectif de Pressens, c'est quand même, entre autres, de tirer le meilleur parti des pneus, je pense, en les utilisant le mieux possible avec les pressions qu'il faut, donc pour en tirer le meilleur parti. Donc éviter des manipulations inutiles. Est-ce que derrière ça, on va y voir de la décarbonation? Je ne suis pas sûr, mais en tout cas, l'objectif, c'est bien de tirer le meilleur parti des pneus, les faire durer le plus longtemps possible. Un pneu d'aviation, on le gonfle à quelle pression à peu près? On est aux alentours de 230 PSI. En barre, 16, 17 bars. 16-17 bars, d'accord, donc beaucoup plus que ma Citroën. Mais comme je vous le disais tout à pas l'heure, loin de mon vélo. la pression contribue à porter la charge, et en aviation, on a quand même des charges énormes. Ouais. C'est très renforcé un peu l'avion. Je ne sais pas si vous avez déjà vu une coupe. Oui.
Vous êtes les derniers de la journée, donc... On tire un lot. Qu'est-ce qu'on a gagné? Ah bah vous allez voir. Tirez. C'est moi qui commence. Tant pis pour vous, vous êtes la première. J'espère que c'est le champagne, mais... Ouais. Il n'y a pas de la... À quand remonte votre dernier vol? Alors, je vous approche bien le Pardon. micro, c'était une question. Donc, du coup, la question est à quand remonte votre dernier vol? Donc, mon dernier vol remonte à avril de cette année. C'était un vol Paris pour la Réunion. C'est une bonne question. L'autre aussi était bonne. Hein. Je pense que mon premier Bourget, ça devait être 2011, si je ne me trompe pas. Ça, c'est une année à Bourget. C'est une année à Ouais. 2013-2011, ouais, c'était 2011, mon premier Vous étiez Bourget. déjà chez Safran. Je venais de rentrer chez Safran. Je suis rentré chez Safran en 2011. Je crains le pire, je peux passer moi. Vous avez 1 minute pour passer votre message. C'est intéressant. Question gentille. Venez nous voir, on prépare le futur, on est sur la bonne voie, on avance vite et c'est passionnant. Et c'est un espace remarquable qui est vraiment mis très très bien en valeur. Il y a une scénographie remarquable pour mettre en valeur toutes les innovations étonnantes. Vraiment. Oui. Et là, on se rend compte vraiment ça part dans tous les sens, mais vraiment il y a une cohérence dans la manière dont c'est présenté. Hein. Parce que toutes ces innovations, elles convergent vers le même but, 2050. Tac. Trop plein du fond. Allez. Est-ce que vous avez votre BIA? Non. Non. Alors il est encore Et temps. vous m'offrez? Non. Le brevet d'initiation aéronautique. Mais je pense que vous pourriez le voir. Hein. Quel conseil auriez-vous donné à Icar? Ah. Peut-être de passer au Paris-Sarlat. Oh, ça c'est fort ça. Insights. Alors là, Jean-Baptiste Djebari sera encore là, il vous aurait dit, vous pouvez faire de la politique là.